Vous arrivez au bord de l'eau, tout est parfait. Vous lancez et bam, première touche en 5 minutes, puis une deuxième. Vous vous dites « ça y est, c'est ma journée ». Et puis, au bout de 15 minutes, plus rien. Le vide, le néant. Comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Aujourd'hui, on va parler de ce phénomène ultra frustrant. Pourquoi le poisson arrête de mordre net, juste après un super départ? Et je vous promets, la réponse n'est pas celle que les anciens vous ont toujours racontée. Ce n'est pas juste le poisson qui s'est déplacé. On va voir que la raison est souvent juste sous notre nez, dans nos gestes les plus anodins. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que c'est la faute du bruit, de l'amorce ou carrément de la malchance? Ce scénario des 15 minutes, c'est un classique. On l'a tous vécu, que ce soit à la pêche au coup, au feeder, ou même en pêchant la carpe opposée. C'est le genre de situation qui peut vous gâcher une sortie et vous faire douter de tout, votre matériel, votre appât, votre technique. La plupart des pêcheurs ont leur petite théorie. Ah, c'est un brochet qui est passé et qui a tout fait fuir. Ou alors, j'ai dû faire trop de bruit en sortant mon thermos. On a tous ces réflexes, ces excuses qu'on se sort depuis des années. On s'y est habitué et on finit par accepter ça comme une fatalité. Le problème, c'est qu'en acceptant ça, on ne cherche pas la vraie cause. On continue de faire les mêmes erreurs, sortie après sortie, en espérant que la prochaine fois, la chance sera de notre côté. Mais la pêche, ce n'est pas que de la chance, loin de là. Première raison, et la plus évidente, notre arrivée. Imaginez la scène. Vous êtes un gardon, tranquille au fond de l'eau. Soudain, au-dessus, c'est le débarquement de Normandie. Des bruits de pas lourds, un caisson qui claque, des cannes qu'on déplie. Pour nous, c'est normal. Pour les poissons, c'est un signal de danger énorme. Les vibrations dans le sol se transmettent directement dans l'eau à une vitesse folle. Les poissons les plus méfiants, souvent les plus gros, s'éloignent immédiatement par réflexe de survie. Seuls les plus jeunes, les plus curieux ou les plus affamés restent dans le coin. Et ce sont eux que vous allez piquer dans les 15 premières minutes. Mais le gros du banc est déjà à 10 mètres de là, en mode alerte, en train de se demander ce qui se passe. Votre premier contact n'est donc pas avec le banc installé, mais avec les quelques éclaireurs kamikazes qui traînaient par là. Voilà pourquoi ça commence fort et ça s'arrête net. Vous avez déjà fait fuir la majorité des poissons avant même de lancer votre ligne. Passons maintenant au deuxième facteur, la perturbation visuelle. Le poisson n'a pas que des oreilles, il a aussi des yeux, et sa vision est conçue pour détecter les menaces venant du dessus, comme les oiseaux pêcheurs. Quand vous arrivez sur la berge, votre silhouette se découpe sur le ciel. Vous bougez, vous vous agitez, vous préparez votre matériel. Pour un poisson posté à quelques mètres du bord, c'est comme voir l'ombre d'un prédateur géant. Cette menace visuelle, combinée aux vibrations dont on vient de parler, crée un cocktail de stress intense. Les poissons ne font pas la différence entre un pêcheur et un héron. Pour eux, un grand mouvement au-dessus de l'eau signifie danger de mort. Les quelques poissons qui mordent au début sont ceux qui n'ont pas fait le lien ou qui sont trop occupés à chercher de la nourriture. Mais une fois qu'ils voient l'un des leurs se faire tirer vers le ciel, l'alerte est maximale pour tout le groupe. On les appelle les poissons kamikazes. Ce sont les premiers que vous touchez. Généralement, ce sont de jeunes individus, moins expérimentés et plus téméraires. Ils sont poussés par la faim et la compétition alimentaire et ils prennent plus de risques. Quand vous amorcez, ce sont les premiers à arriver sur le coup. Ils se jettent sur votre èche sans trop réfléchir. C'est pour ça que vous avez une ou deux touches rapides et franches au tout début. Vous pensez avoir trouvé la pêche du siècle, mais en réalité, vous êtes simplement en train d'écrémer la petite population de poissons les moins méfiants. Le vrai banc, celui des poissons plus éduqués et plus gros, reste en retrait. Ils observent la scène de loin, analysent le danger. Une fois que vous avez capturé ces quelques kamikazes, il ne reste plus que les vétérans,
qui, eux, ont déjà compris qu'il y avait un piège. Il y a aussi ce qu'on appelle l'effet retard. Vous faites du bruit en arrivant, vous vous installez, les poissons les plus craintifs partent instantanément. Mais un certain nombre restent intrigués. Ils ne fuient pas tout de suite, ils se mettent en alerte, ils continuent de s'alimenter, mais de manière beaucoup plus nerveuse. C'est à ce moment-là que vous lancez votre ligne et que vous prenez les quelques poissons restants. Mais le stress monte progressivement dans le banc. La capture du premier poisson est le signal final. C'est la confirmation du danger. À ce moment-là, même les poissons qui étaient restés décident que la zone n'est plus sûre. Ils s'éloignent calmement, sans panique, mais fermement. Et c'est là que tout s'arrête. Le silence s'installe non pas parce que les poissons ont disparu de la planète, mais parce qu'ils se sont simplement décalés de quelques mètres, hors de portée de votre ligne, dans une zone de sécurité. Parlons maintenant de l'amorçage. C'est un point crucial. L'erreur la plus commune, c'est l'amorçage de départ massif. On arrive et on envoie 5 ou 6 grosses boules d'amorce en pensant bien faire pour attirer un maximum de poissons. Sur le papier, ça semble logique. En pratique, c'est souvent une catastrophe. Cet amas de nourriture qui tombe du ciel crée une activité intense et très brève. Les poissons les plus rapides se jettent dessus, mangent ce qu'ils peuvent en quelques minutes. Votre èche se retrouve noyée au milieu d'une quantité énorme de nourriture gratuite. Une fois que les boules sont désagrégées et que les particules les plus attractives sont consommées ou dispersées, il ne reste plus rien pour les retenir. Le garde-manger est vide. Les poissons, n'ayant plus de raison de rester, repartent aussi vite qu'ils sont venus. C'est l'effet fast-food. Ils mangent et ils s'en vont. Le type d'amorce joue aussi un rôle fondamental. Beaucoup de pêcheurs utilisent des amorces trop riches, trop nourrissantes, surtout au début. Une amorce pleine de grosses particules, comme du maïs ou des pellets, va gaver les premiers poissons arrivés sur le coup. Un gardon ou une brème n'a pas un estomac extensible. S'il se gave de votre amorce, il n'aura plus faim pour votre èche, aussi appétissante soit-elle. Vous créez vous-même une situation où les poissons sont sur votre poste, mais n'ont aucune raison de mordre à l'hameçon. L'amorce de départ devrait être attractive, mais peu nourrissante. Elle doit créer un nuage, une odeur, une zone d'intérêt qui stimule l'appétit sans jamais rassasier. On veut des clients qui restent à table et qui commandent, pas des gens qui se gavent au buffet gratuit et qui partent. Un autre aspect de l'amorçage initial est l'effet de nuage. Une bonne amorce doit travailler, créer un nuage de particules fines qui attire le poisson de loin. Ce nuage est extrêmement efficace pour attirer le menu fretin, les petits poissons. C'est super pour créer de l'activité au début. Le problème, c'est que cette activité frénétique de petits poissons peut avoir 2 effets négatifs. Premièrement, vous allez passer votre temps à prendre des petites ablettes qui n'étaient pas votre cible. Deuxièmement, cette agitation peut alerter les plus gros poissons et les rendre méfiants. Un banc de gros gardons qui voit une frénésie de petits poissons peut interpréter ça comme la présence d'un prédateur. Ils vont donc rester à distance, attendant que le calme revienne. Vous avez donc créé une activité qui, paradoxalement, empêche les poissons que vous vouliez vraiment attraper de s'approcher. Enfin, il y a la disparition de la source de nourriture. Votre amorçage de départ a une durée de vie limitée. Les courants, même faibles, et l'activité des poissons dispersent les particules. Au bout de 10, 15, 20 minutes, votre cou est rincé. Il n'y a plus rien à manger. Les poissons qui étaient là, attirés par la promesse d'un festin, constatent que le restaurant est fermé. Ils vont donc logiquement se déplacer pour chercher de la nourriture ailleurs. Le pêcheur, lui, est assis sur sa caisse, attendant une touche qui ne viendra jamais, car il n'a pas entretenu son poste. C'est là qu'intervient le rappel. Un amorçage régulier et léger
est bien plus efficace qu'un bombardement initial. Il faut donner au poisson une raison de rester. Une petite noix d'amorce toutes les 5 ou 10 minutes maintient l'intérêt et la confiance du banc. Et puis vient le moment critique, la première touche. Le combat avec le premier poisson est un élément que l'on sous-estime totalement. Pour nous, c'est de l'adrénaline. Pour les autres poissons, c'est un spectacle terrifiant. Ils voient un de leurs congénères se débattre de manière paniquée, tirer dans tous les sens et se faire enlever par une force invisible. C'est le signal d'alarme le plus puissant qui soit. Le poisson qui se débat envoie des signaux de détresse à tout le banc. Ses mouvements erratiques, la tension dans la ligne qui vibre dans l'eau, tout cela crie « Danger, fuyez !» Plus le combat dure et plus il se déroule au-dessus du poste amorcé, plus vous contaminez la zone avec des ondes de panique. Les autres poissons associent immédiatement cet endroit précis à une menace mortelle. Ils ne vont pas rester pour être les suivants sur la liste. Il existe aussi un signal de détresse invisible, les phéromones. Quand un poisson est stressé ou blessé, il libère dans l'eau des substances chimiques, des phéromones d'alarme. C'est un mécanisme de défense ancestrale qui prévient les autres membres du groupe d'un danger imminent. L'odeur de ces phéromones, même en quantité infime, est immédiatement détectée par les autres poissons. C'est un message chimique qui signifie « prédateur dans la zone ». Lorsque vous ferrez votre premier poisson et qu'il se débat, il en libère forcément. Ces substances se répandent sur votre cou et le rendent répulsif pour les autres poissons pendant un certain temps. Vous avez beau avoir la meilleure amorce du monde, si votre poste sent la peur, personne ne viendra. C'est une communication silencieuse mais incroyablement efficace, qui vide une zone en quelques secondes. Une des pires erreurs que l'on puisse faire est de décrocher ou de relâcher le premier poisson directement sur le coup. C'est tentant de le faire rapidement pour relancer sa ligne au plus vite, mais c'est une erreur stratégique majeure. Le poisson que vous relâchez est en état de choc. Il va retourner dans le banc en portant sur lui les traces du combat. Peut-être un peu de mucus en moins, une petite blessure à la lèvre et surtout, il est imprégné de l'odeur de vos mains et des phéromones de stress. En retournant dans le groupe, il est comme un soldat qui revient du front en hurlant. Il propage la panique et confirme à tous les autres que le danger est bien réel et présent. Idéalement, il faudrait toujours essayer de décaler le poisson de quelques mètres sur le côté pour le décrocher et le relâcher, loin de la zone précise où vous pêchez. Le banc de poissons apprend. Ce n'est pas un groupe d'individus stupides. Ils ont une mémoire collective. Lorsqu'un événement traumatisant se produit, comme la disparition soudaine d'un des leurs, l'information circule. Ils ont vu leurs compagnons se jeter sur une petite friandise et se faire enlever violemment. Ils ont associé votre éche, ou du moins ce type d'éche, à un danger mortel. Après cette première capture, leur comportement change radicalement. Ils deviennent beaucoup plus méfiants. Ils vont peut-être encore tourner autour de votre cou, attirés par l'amorce, mais ils regarderont votre appât d'un œil très suspicieux. Ils ne le goberont plus franchement. Ils vont le goûter, le taper du bout des lèvres, ce qui explique pourquoi on peut avoir des touches très timides, qui ne se concrétisent pas après la première prise. Cela nous amène à la psychologie du poisson. Il faut arrêter de les voir comme des automates qui ne pensent qu'à manger. Les poissons, surtout ceux qui vivent dans des zones avec une forte pression de pêche, développent une véritable intelligence de situation. Ils apprennent à reconnaître les dangers. Ils peuvent associer le bruit d'un plomb qui tombe dans l'eau à un piège. Ils peuvent apprendre à différencier une éche naturelle d'une éche présentée de manière suspecte au bout d'un fil. Après le premier choc des 15 premières minutes, où vous avez capturé les plus naïfs, vous vous retrouvez face aux poissons éduqués. Et pour séduire ces poissons-là, il faut être beaucoup plus fin, plus discret et plus technique. La pêche facile du début est terminée, la vraie partie de pêche commence.
Votre poste de pêche devient une zone de danger clairement identifiée. Dans l'esprit du banc de poissons, ce petit périmètre où ils ont vu leurs congénères disparaître est maintenant marqué d'une croix rouge. Ils ne l'ont pas oublié. Même s'ils sont attirés par l'odeur de votre amorce, ils vont hésiter à y entrer. Ils vont rester sur les bordures, à la limite de la zone de sécurité. Ils peuvent y rester des heures, à attendre. C'est pour cela qu'on a souvent l'impression que le coup est mort, alors qu'en réalité, les poissons sont juste à côté, à 2 ou 3 mètres. Ils attendent que la menace disparaisse ou qu'une opportunité de manger sans risque se présente. Ils sont en mode surveillance. Et nous, assis sur notre siège, on ne voit rien et on pense qu'ils sont partis à l'autre bout de l'étang. L'idée la plus importante à retenir est celle-ci. Dans la majorité des cas, le poisson ne part pas, il observe. Il s'est juste mis en retrait. Le silence radio que vous expérimentez n'est pas un signe d'absence, c'est un signe de méfiance extrême. Le banc est toujours là, mais il a changé de comportement. Il est passé d'un mode d'alimentation actif et confiant à un mode de surveillance passif et craintif. Comprendre cela change toute la perspective de la pêche. L'objectif n'est plus d'attendre passivement que le poisson revienne, mais de mettre en place une stratégie active pour le rassurer et le convaincre de revenir s'alimenter sur votre coup. Le jeu n'est pas terminé, il vient juste de changer de règle. C'est à vous de vous adapter, pas au poisson. Il y a aussi un phénomène hydrodynamique. Quand un banc de poissons, même de taille modeste, se déplace brusquement, cela crée une perturbation dans l'eau. Un vide. La nature ayant horreur du vide, cette zone va être comblée. Mais pas forcément par d'autres poissons de la même espèce. Cela peut prendre du temps avant qu'un autre banc ne vienne coloniser la zone que vous avez mis tant de soin à préparer. Pendant ce temps d'attente, votre coup reste vide. Votre amorce se disperse, perd de son attractivité. Quand un nouveau banc finit par arriver, le poste n'est plus aussi intéressant qu'au début. C'est une course contre la montre. Il faut réussir à maintenir le banc initial sur place, car faire venir un deuxième banc est beaucoup plus difficile et aléatoire. La clé est de ne pas faire fuir le premier. Et nous, que faisons-nous pendant ce temps? L'absence de touche nous rend impatients. C'est humain. On commence à s'agiter, on relance la ligne toutes les 2 minutes en se disant que l'èche n'est peut-être plus bonne. On change d'appât. On rajoute une grosse boule d'amorce en pensant que ça va les faire revenir. Chacun de ces gestes produit du bruit et des vibrations. Le plomb qui tape l'eau, le bruit du moulinet, nos mouvements sur la berge, tout cela ne fait que renforcer la méfiance des poissons qui sont en train de nous observer depuis leur zone de repli. On leur confirme qu'on est toujours là et qu'on est une menace active. On entre dans un cercle vicieux. Plus on est impatient, plus on fait de bruit et moins les poissons ont envie de revenir. Un détail technique qui devient crucial après la première capture est la visibilité de la ligne. Au début, dans l'excitation de l'amorçage et de la compétition alimentaire, les poissons sont moins regardants. Ils foncent sur l'èche sans trop faire attention au reste. Mais une fois que l'alerte est donnée, leur perception change. Ils se mettent à analyser chaque détail. Et un fil de nylon ou de fluorocarbone, même fin, devient soudainement visible pour eux. Si votre montage n'est pas parfait, si votre bas de ligne est trop gros ou trop rigide, les poissons éduqués le détecteront à coup sûr. Ils viendront voir l'èche, mais au dernier moment, le fil suspect les fera faire demi-tour. C'est souvent pour ça qu'on a des fausses touches, des petites tirées sans suite. Le poisson a touché le fil avant l'appât. La présentation de l'èche est également un facteur déterminant. Lors des premiers lancers, on est concentré, on applique notre èche parfaitement. Elle a l'air naturelle. Mais après la première capture, et avec l'impatience qui s'installe, on a tendance à devenir plus négligent. On pique l'asticot un peu trop vite, on met une bouillette de travers. L'èche n'a plus une présentation naturelle. Elle tourne sur elle-même à la descente, elle se pose bizarrement sur le fond.
Pour un poisson méfiant qui inspecte minutieusement chaque miette de nourriture, ce détail est rédhibitoire. Une èche qui ne se comporte pas comme un aliment naturel est immédiatement classée comme un piège. La qualité de léchage est donc encore plus importante quand les touches se font rares que quand les poissons sont en pleine frénésie. Enfin, il y a le piège du statisme. On a eu des touches à un endroit précis, donc on s'obstine à relancer exactement au même centimètre carré. On utilise la même technique, le même appât, la même profondeur, mais le poisson, lui, s'est adapté. Il a compris que cet endroit précis était dangereux. Il s'est peut-être décalé d'1 mètre sur la droite, ou il se tient maintenant entre deux eaux au lieu d'être sur le fond. En restant figé dans notre approche initiale, on s'interdit de trouver la solution. Parfois, il suffit de décaler sa ligne d'1 mètre, d'alléger son flotteur, de réduire la taille de son hameçon ou de changer d'èche pour déclencher à nouveau des touches. Il faut penser comme le poisson. S'il a changé de stratégie, nous devons changer la nôtre aussi. Celui qui ne s'adapte pas, c'est celui qui ne prend plus rien. Pour résumer, ce n'est pas le poisson qui décide de bouder après 15 minutes. C'est nous, par une série de petites erreurs cumulées, qui créons les conditions parfaites pour que ça arrive. Notre arrivée bruyante, notre amorçage massif et mal pensé, la gestion du premier poisson capturé, tout ça contribue à transformer un bon poste en zone sinistrée en moins de temps qu'il n'en faut pour boire un café. Le plus gros retournement de situation, la chose à retenir, c'est de comprendre que le poisson ne part pas loin. Il se met juste en retrait. Il observe. Il est toujours là, à quelques mètres, attendant de voir si le danger disparaît. Le silence après les premières touches, ce n'est pas un vide. C'est un temps d'observation de la part du poisson. Et ça change tout. Ça veut dire qu'au lieu de s'énerver et de tout remballer, on peut adopter une stratégie pour le faire revenir. On passe d'un pêcheur qui subit la situation à un pêcheur qui la contrôle. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça va vous aider lors de vos prochaines sorties. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, ça aide énormément la chaîne, et de vous abonner pour d'autres astuces qui sortent des sentiers battus. Et maintenant, la question qui tue. Quelle est la plus grosse erreur que vous pensez avoir faite et qui correspond à ce qu'on vient de dire? Racontez-moi tout ça en commentaire. On en discute ensemble.